Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve ensemble pour ce nouveau cours d'histologie qui traitera du tissu musculaire strié squelettique. Alors, je vous le dis tout de suite, ce cours qu'on va voir durant cette pré-rentrée, il n'est pas complet. Je vous sortirai de toute façon la fiche complète, je vous le dirai. Mais c'est un cours qui est assez long et qui peut être assez difficile à comprendre la première fois qu'on le voit. Donc, je vous ai épargné quelques parties. Mais en tout cas, on va voir l'essentiel et le plus difficile pratiquement ensemble. Ah, une petite particularité du diapo, c'est qu'il y a des petits lingots d'or qui sont éparpillés un petit peu partout comme ça, parce que déjà je ne trouvais plus d'image pour décorer, enfin bref. Et donc si vous arrivez à trouver le nombre exact, parce qu'ils sont un peu cachés, certains, si vous trouvez le nombre exact de lingots d'or qu'il y a dans le diapo, le premier qui le trouve, il aura une délit. Voilà, petit jeu inspiré euh, de ce qu'avait fait Carla, l'ancienne tutrice d'embryo. Bref, commençons le cours. Alors, le muscle strié. Le muscle strié, c'est l'une des trois grandes catégories de muscles que nous avons dans notre corps, avec le muscle cardiaque et le muscle lisse aussi, qui feront l'objet d'autres cours, qui seront traités plus tard, mais pas durant cette pré-rentrée. Et donc, le muscle strié, TMSS, là, attendez, je vous mets le pointeur. Hop, donc le tissu musculaire strié squelettique représente 25% du poids de l'organisme à la naissance et 45% chez l'adulte. Donc c'est quelque chose c'est un tissu évidemment essentiel. On le voit directement par les proportions qu'il a dans notre organisme. Alors, d'un point de vue macroscopique, le muscle est constitué de deux parties. On a au centre le corps musculaire, qu'on voit ici, et sur les côtés le tendon, qui permet de rattacher le corps musculaire aux os, au corps osseux. Alors, on a quatre composantes principales sur une coupe transversale. Il s'agit de la composante musculaire, de la composante conjonctive, de la composante vasculaire et de la composante nerveuse. Alors quand je dis coupe transversale, c'est quand on coupe voilà, dans cet axe. Voilà. On coupe le muscle comme ça et on regarde par là. Et donc vous aurez ces quatre composantes qu'on va détailler. Eh bien, commençons par étudier alors les composantes musculaires et conjonctives. Alors, le corps du muscle est enveloppé par du tissu conjonctif qui est l'épimysium ou aponneurose qu'on voit ici en bleu. Alors l'épimysium, il émet des cloisons conjonctives qui entourent chaque faisceau de muscle et ces cloisons conjonctives s'appellent le périmysium. Ensuite, on a le périmysium qui émet à son tour des cloisons conjonctives plus petites qui entourent chaque cellule musculaire, c'est l'endomysium. Alors donc on a le corps musculaire, donc le muscle qui est entouré par un tissu conjonctif qui est l'épimysium. L'épimysium il va émettre, donc comme on l'a dit, des cloisons qui vont entourer les petites composantes de ce muscle, de ce corps musculaire. Et ces cloisons c'est le périmysium, donc épi c'est plus à l'extérieur, péri ça se rapproche un petit peu, et endo c'est à l'intérieur, et c'est ce tissu conjonctif, l'endomysium, qui va donc entourer chaque cellule musculaire. Donc on a ensuite la composante vasculaire. Alors la composante vasculaire est très importante, vous vous en doutez, puisqu'elle doit couvrir les besoins énergétiques du muscle. La composante vasculaire, elle suit la composante conjonctive. On le comprend ça quand on regarde le trajet des vaisseaux, puisqu'on a les artères qui traversent l'épimysium. Ensuite, elles se ramifient dans les cloisons du périmysium, et ça donne les artères périmysiales. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'elle suit la composante conjonctive. C'est hop, ça traverse l'épimysium, ça va dans le périmysium, ça devient donc les artères périmysiales. Ensuite, ça va encore traverser le périmysium pour aller dans l'endomysium, encore plus en intérieur, et ça va donner les capillaires sanguins. Il y a un capillaire sanguin par cellule musculaire. C'est très important à retenir et c'est le minimum pour pouvoir vasculariser et apporter correctement tout ce dont les cellules musculaires ont besoin pour fonctionner finalement. Enfin, on a donc la composante nerveuse. La composante nerveuse qui est de deux types, moteur et sensitive. Alors la composante motrice, donc c'est les nerfs moteurs, elle va être responsable de la contraction musculaire. C'est elle qui va emmener, j'ai vu que vous avez votre cerveau ici, enfin votre système nerveux central ici, qui va emmener l'information pour la contraction du muscle.
Ensuite, on a la composante sensitive qui, elle, est sensible à l'étirement musculaire. Donc là, c'est la voie nerveuse qui va partir le muscle, qui va remonter au système nerveux central pour lui apporter des informations sur ce qui se passe dans le muscle, quoi, grosso modo. Le trajet des nerfs est semblable que celui de la vascularisation. Donc les nerfs de gros calibre, ils vont traverser l'épimysium, ensuite ils vont se ramifier dans le périmysium, et enfin ils se ramifient encore dans l'endomysium, plus proche de la cellule, et donc pour être en contact avec les cellules musculaires. Donc voilà, petite diapo annonce de plan, histoire qu'on ait mieux en tête ce qu'on va faire. Alors là on a vu donc la structure du muscle de manière assez sommaire et générale, avec les différentes composantes, etc. Et là on va détailler vraiment la composante musculaire, on va se concentrer sur ça, et pour ça on va voir du plus gros au plus petit de quoi est composé notre muscle. Donc ça a l'air beaucoup comme ça, mais vous allez voir, c'est assez logique au final, et ça va aller, ne vous en faites pas, on va le faire ensemble de toute façon. Alors commençons donc par ce premier zoom du muscle à la myofibrie. Donc si l'on part depuis la macroscopie vers la microscopie, donc du plus gros au plus petit, on observe le muscle squelettique, puis à l'intérieur un ensemble de cellules musculaires. Il s'agit d'un faisceau de cellules musculaires squelettiques. Si maintenant on isole une cellule musculaire, on observe à l'intérieur de son cytoplasme des myofibrilles. Les myofibrilles, ce sont des organites cellulaires que nous détaillerons plus loin. Enfin, si on observe les myofibrilles en microscopie électronique, on observe son unité fonctionnelle, le sarcomère. Donc c'est ce qu'on voit ici, muscle squelettique. Hop, c'est tout ça. Ensuite, on a le fascicule musculaire, donc faisceau musculaire. Ensuite, on a la cellule musculaire en elle-même. Donc la cellule musculaire va s'associer à d'autres cellules pour former un faisceau, et plusieurs faisceaux musculaires vont former ensuite le muscle en lui-même. Et la cellule musculaire, quant à elle, est ici, est composée de différents organites, dont le plus important, qu'on va voir ensemble un peu plus loin, la myofibrille, voilà, qui est composée de tout ça, mais ça, encore une fois, on le reverra. Donc avant de voir comment fonctionne la cellule musculaire striosquelettique, nous allons voir déjà de quoi elle est constituée, de quoi elle est composée. C'est pour ça qu'on va s'attarder un petit peu sur sa morphologie. Alors cette cellule musculaire striosquelettique s'appelle myocyte. Et ce myocyte a une cellule cylindrique, qui a des bords parallèles. Elle a un diamètre qui va de 10 à 100 micromètres et une longueur qui peut aller jusqu'à 30 cm. C'est donc une grosse et grande cellule puisqu'elle peut faire la longueur complète du muscle. Le myocyte va s'attacher au tendon ou bien au périmysium. Alors, le myocyte possède une membrane plasmique, comme n'importe quelle autre cellule, qui est appelée sarcolème et qui repose sur une membrane basale. À l'intérieur du cytoplasme du myocyte, on observe de très nombreux noyaux, environ une centaine, qui sont refoulés en périphérie. Vous pouvez vous attarder un petit peu sur ces schémas qu'on redétaillera de toute façon plus tard pour comprendre ce qu'on vient de dire. Là, vous avez le sarcolème avec les mitochondries, les noyaux, le sarcoplasme, etc. et les myofibrilles, mais bon, on va bien revoir tout ça de toute façon. Là, vous avez une petite coupe histologique, puis voilà. Alors c'est bien beau d'avoir vu la morphologie des myocytes, mais c'est encore plus beau d'essayer de comprendre pourquoi la cellule musculaire striosquelettique présente ces particularités. Et donc déjà pour commencer, pourquoi cet aspect long au bord parallèle. C'est donc pour ça qu'on va se pencher sur l'embryogenèse et l'organisation des myocytes. Alors du coup, pour pouvoir répondre à cette question, on va revenir à l'embryogenèse, hein, comme vous l'aurez compris, et donc déjà à la 3e semaine de vie. À partir de la 3e semaine de vie, il y a une étape de différenciation. Les cellules vont donc se différencier et apparaissent les précurseurs des myocytes qu'on appelle des myoblastes. Ces myoblastes sont des cellules mononucléées, c'est-à-dire qu'elles ne comportent qu'un seul noyau qui est central, et ces cellules ont un aspect fusiforme, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de bords parallèles. Ensuite, à la 8e semaine de vie, on observe une étape de fusion des myoblastes qui vont donc fusionner entre eux. Plusieurs centaines de myoblastes s'associent entre eux, fusionnent et forment une très longue cellule qu'on appelle les myotubes. C'est donc ces myotubes qui sont des syncytiums
et qui comporte une centaine de noyaux, puisque vous l'aurez compris, comme on vient de le dire, c'est plusieurs centaines de myoblastes qui s'associent pour former des myotubes, donc ça explique cette centaine de noyaux, et ces myotubes ont enfin des bords parallèles. Il s'agit donc de ces myotubes qu'on trouve chez l'adulte. Vous avez des beaux petits schémas pour vous expliquer cette fusion des myoblastes. Donc les myoblastes ont des cellules fusiformes avec un noyau central et unique qui vont fusionner, hop, on voit ici aussi, pour donner des myotubes, pour donner des tubes, hop, qui sont donc les cellules qu'on retrouve chez l'adulte. Voilà, petite diapositive rapide, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en microscopie optique. Donc à la 3e semaine de différenciation, on a les myoblastes avec les cellules mononucléées et fusiformes, avec le noyau central, etc. Après la 8e semaine, on a la fusion de ces myoblastes qui vont donner des myotubes, des cellules plurinucléées, une centaine de noyaux, en forme de tubes et aux bords parallèles, comme on peut le voir un petit peu ici. Alors la question suivante, c'est pourquoi les noyaux sont refoulés en périphérie. Alors je vous spoil, hein, c'est tout simplement parce que les myofibrilles vont occuper tout l'espace dans le sarcoplasme et vont donc pousser les noyaux en périphérie contre le sarcolème. Et donc le cytoplasme est constitué de pas mal d'organismes, mais un est majoritaire, de manière écrasante, ce sont les myofibrilles. Alors les myofibrilles, c'est donc l'organite majoritaire, et elles sont présentes à des centaines d'exemplaires dans le cytoplasme des myocytes. Elle remplissent donc tout le cytoplasme, comme on vient de le dire, refoulant ainsi les noyaux en périphérie contre le sarcolème. Donc l'ensemble des myofibrilles vont former ce qu'on appelle le myoplasme. Et chaque myofibrille a un diamètre de 1 à 2 micromètres. La myofibrille est l'unité fonctionnelle de la cellule. Nous le verrons un peu plus loin. Et toute anomalie de la myofibrille peut donner lieu à des pathologies musculaires. Donc je répète rapidement les choses importantes. Les noyaux sont refoulés à la périphérie car les myofibrilles prennent toute la place dans le cytoplasme, assez simplement. L'ensemble des myofibrilles est appelé myoplasme et les myofibrilles sont l'unité fonctionnelle de la cellule et mesurent de 1 à 2 micromètres de diamètre. Donc en parlant de myofibrilles, justement, on va parler du reste du contenu cytoplasmique. Donc vous l'aurez compris, à l'intérieur de la cellule musculaire, vous avez le myoplasme d'un côté, donc c'est l'ensemble des myofibrilles, et l'espace qu'il reste s'appelle le sarcoplasme. Donc le sarcoplasme contient de très nombreuses mitochondries, qui représentent environ 2% du volume cellulaire, et qui sont riches en crête, en crête mitochondriale. Cette richesse de crête manifeste donc une très forte activité et donc prouve le rôle très important des mitochondries dans la fourniture d'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Ces mitochondries sont disposées en fil entre les myofibrilles. Vous le voyez un petit peu ici sur cette photo, même si là il y a ma tête, mais vous le verrez sur le diapo. Là vous avez un noyau, les mitochondries en bleu, voilà, disposées en fil entre les myofibrilles. Et j'en étais où, voilà, toute anomalie donc des mitochondries pourra provoquer des pathologies musculaires. C'est assez logique vu que, comme on l'a dit, elles sont très importantes pour la contraction musculaire. Ensuite, le deuxième élément majoritaire du sarcoplasme, c'est les réserves d'énergie qui sont assurées par la présence de glycogène. On reverra cette importance du glycogène dans la partie qu'on ne verra pas malheureusement à la pré-entrée, mais un peu plus tard dans le semestre, sur la contraction musculaire. Enfin, on a des protéines spécifiques très importantes pour le fonctionnement des myocytes. Il s'agit de la myoglobine et de la dystrophine. Alors la myoglobine, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une chromoprotéine qui est proche de l'hémoglobine et qui fixe l'oxygène. Donc grosso modo, c'est une hémoglobine, donc un globule rouge un petit peu différent de l'hémoglobine et qui a ce rôle de fixation d'oxygène. Ensuite, on a la dystrophine qui, comme nous le verrons plus loin, s'accroche au sarcolème et permet le fonctionnement des myofibrilles. On le verra, ça je ne vais pas trop rentrer en détail maintenant parce qu'on le verra un petit peu plus loin. Alors, on va parler maintenant un petit peu de l'aspect strié en microscopie optique. Alors c'est dans le nom, tissu musculaire strié squelettique parce qu'il s'accroche au squelette et permet son mouvement.
est strié parce que ce tissu musculaire a un aspect strié en microscopie optique. On le voit, alors vous le verrez mieux chez vous en zoomant dessus, mais sur ce schéma en microscopie optique, on voit des stries. Voilà, des bandes sombres et des bandes claires, qu'on voit beaucoup mieux sur cette coupe semi-fine qui présente une alternance dans une seule cellule de bandes sombres et de bandes claires. Alors les bandes sombres, qu'on appelle bande A pour anisotrope, et qui mesure 1,5 micromètre de large. Ensuite on a les bandes claires, donc I et A, donc bande claire qu'on appelle aussi bande I, donc voilà que vous voyez ici I et A, I pour isotrope et qui mesure 0,8 micromètre de large. Alors petit instant mémo pour retenir bande A sombre, bande I claire, très simple, hein. Bande A ça va dans black, donc sombre, enfin noir, donc sombre, voilà. Bande I ça va dans white, donc I, white, clair, voilà, plutôt simple. Ensuite, au centre de la bande I, vous le verrez mieux sur d'autres schémas, mais on a ce qu'on appelle une strie Z. On va revoir plus en détail ce que c'est. Et cet aspect strié est porté par les myofibrilles. Donc voilà, on va mieux le voir sur les schémas de ce diapo. On voit que les myofibrilles présentent donc une alternance de bandes claires et de bandes sombres, et comme les myofibrilles sont parallèles et bien agencées et alignées entre elles, cet arrangement il est visible en microscopie optique, comme on l'a vu plus haut. Donc là, on voit bien ici par exemple bande I, bande A, donc les bandes claires et les bandes sombres. Là, on les voit bien, bande sombre, bande claire, et ainsi de suite. On voit aussi la strie Z qui est là. Voilà, disque Z pour strie Z, qui est donc cette fine bande sombre au milieu de la bande claire. Alors pour mieux comprendre cette striation des myofibrilles, on va passer une observation en microscopie électronique, et donc en zoomant un peu plus dans la cellule. On va donc s'intéresser à l'unité fonctionnelle, le sarcomère. Alors cette technique, l'observation en microscopie électronique, nous permet d'isoler une seule alternance de bandes claires, bandes sombres. Voilà, ici, hop, c'est ça, bon, il y a ma tête qui gâche, mais pareil, vous verrez sur le diapo, sur la fiche aussi. Et donc, c'est l'unité fonctionnelle, l'unité contractile des myofibrilles, c'est-à-dire le sarcomère. Donc cette alternance bande sombre, bande claire, c'est le sarcomère qui va de strie Z à strie Z, voilà, cette alternance dont on parle. Alors, donc, le sarcomère est situé entre deux stries Z, et si l'on regarde plus précisément le sarcomère, on voit, en allant des extrémités au centre, voilà, à chaque extrémité une strie Z, hop, hop, deux demi-bandes I, voilà, donc ça c'est une bande I, ça c'est une demi-bande I, une bande A, et au centre de la bande A, on a la strie H, donc une strie un peu plus claire, et au centre de la strie H, on a la strie M, qui est, hop, ici une strie plus sombre, au centre de la strie plus claire, qui est la strie H. Et d'une strie Z à l'autre, on a une distance de 2,5 micromètres, ce qui correspond donc assez logiquement à la taille du sarcomère. Petite pause boisson, et donc on le voit très bien sur ce très beau schéma de ma de l'ancienne tutrice de histologie d'il y a 2 générations, Clochon. On le voit très bien, ici on a les stries Z avec les demi-bandes I, donc voilà les deux trucs roses là c'est une bande I entière, donc couplé en deux ça fait une demi-bande I. Ensuite on a la bande A, le gros truc bleu. Au milieu de la bande A on a le truc plus clair qui est la strie H de Hansen, je ne sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est ça. Et ensuite, au milieu de la strie H, on a la strie M, qui est en plus sombre, en violet ici. Et on reverra en détail à quoi ça correspond tout ça. Et donc, cette structure en microscopie électronique est liée à une structure moléculaire assez particulière. En effet, le sarcomère est constitué par deux myofilaments, deux types de myofilaments, le myofilament fin et le myofilament épais. Les myofilaments, quant à eux, sont constitués de protéines contractiles. Alors on va commencer par les myofilaments épais. Ces myofilaments épais sont constitués de myosine, c'est leur protéine contractile à eux, et ils sont rattachés à la strie M. Ils mesurent environ 1,5 micromètre de long
et environ 15 nanomètres de diamètre. Les myofilaments fins, eux, sont constitués d'actine, c'est leur protéine contractile à eux. Ils sont attachés à la strie Z et ils mesurent environ 1 micromètre de long et 5 à 6 micromètres de diamètre. Donc on les voit sur le schéma. En bleu, vous avez les myofilaments fins d'actine et en rouge, les gros myofilaments épais de myosine. Et on va redétailler un petit peu tout ça. Alors, petit récap de là où on en est dans le cours avant de poursuivre. On a eu une vue globale du muscle. On a zoomé à l'intérieur des faisceaux musculaires pour se retrouver au niveau de la cellule musculaire. Là, on est donc dans le cytoplasme de la cellule musculaire. On essaie de comprendre de quoi sont constituées les myofibrilles, qui constituent donc le myoplasme. Et ces myofibrilles, on a vu qu'elles sont constituées principalement de filaments épais et de filaments fins. Et donc là, on va zoomer sur le filament épais. Alors, comme on l'a vu, le myofilament épais est constitué d'une protéine contractile qui est la myosine. La myosine qui fait 200 nanomètres de long, 2 nanomètres de large et qui a une masse moléculaire de 120 kilodaltons. Alors, cette myosine est constituée de 2 chaînes lourdes, qu'on voit ici, et qui s'enroulent en hélice alpha. Et elles vont former la tige de la myosine. Ensuite, on a les extrémités NH2 terminales de la chaîne lourde qui s'enroulent en motte et qui forment la tête globuleuse ou tête tout simplement de la myosine. À ces chaînes, on a 4 chaînes légères qui s'y associent au niveau de la tête donc pour donner de la rigidité. C'est ce qu'on voit ici. Et il existe 2 sites très particuliers au niveau de la tête de myosine. Et on les voit tous les deux sur le schéma. C'est un site de liaison à l'actine, qu'on voit ici, et un site d'activité ATPase, de liaison ATP qu'on voit ici. On reverra à quoi ils servent lors de la partie sur la contraction musculaire. Donc là, vous voyez une myosine de manière isolée avec la tige à la tête, et là, vous voyez ce que ça donne quand c'est assemblé, avec cette disposition hélicoïdale, etc. Alors pour former le myofilament épais, il faut que 300 à 400 molécules de myosine s'associent entre elles. Les tiges, elles sont parallèles les unes aux autres et les têtes, comme on l'a vu sur le schéma précédent, sont disposées de manière hélicoïdale autour de l'axe formé par les tiges. Ensuite, si l'on replace les myofilaments épais formés par les myosines dans le sarcomère, on voit que 2 myofilaments épais s'associent au sein du sarcomère, via leur extrémité de tige pour s'étirer tout au long de la bande A. Donc c'est ce qu'on voit ici. Hop, les myofilaments qui vont s'étirer tout au long de la bande A. C'est ça les myofilaments épais, Donc le myofilament épais, occupe la totalité de la bande A. On voit aussi qu'à la jonction des deux myofilaments, les têtes hélicoïdales de myosine donc, sont absentes. Ici, voilà, les têtes hélicoïdales, elles sont là, elles ne sont pas ici, au niveau de la jonction. Il n'y a donc pas de tête de myosine dans la strie H. Et c'est pour ça que la strie H est plus claire que la bande H, la bande A, Enfin, la strie M est le lieu de jonction des myofilaments épais. C'est cette superposition qui crée donc cette bande, cette strie plus sombre. Et donc là, vous comprenez bien maintenant pourquoi cette bande A est plus claire pourquoi cette bande A est sombre, alors que la bande H, la strie H est plus claire, et enfin pourquoi la strie M est à son tour plus sombre. Donc voilà, c'est pas mal de blabla, un peu chiant au début, mais au final c'est très logique. Et qu'en est-il maintenant des myofilaments fins? Alors le myofilament fin est structuré par l'actine. L'actine qui est une protéine de beaucoup plus faible poids moléculaire que la myosine puisqu'elle fait 42 kilodaltons. L'actine est sous forme d'une protéine globulaire qu'on appelle actine G qui ressemble à une perle, qu'on reverra sur les schémas à la diapo suivante, on verra bien mieux, et qui, pour former le filament fin, ces molécules d'actine G vont se polymériser les unes aux autres pour former une sorte de collier. C'est ce qu'on appelle une polymérisation en filament, et qui donne naissance à l'actine F. Dans ce filament, chaque monomère d'actine G effectue une rotation à 166 degrés par rapport à l'axe,
ce qui donne au filament final un aspect en double hélice. Chaque monomère d'actine possède également un site de fixation pour la myosine. On le reverra lors de la contraction musculaire, hein, dans cette fameuse partie. On verra à quoi ça sert exactement. Enfin, pour revenir sur ce qu'on disait, si on replace maintenant les myofilaments fins d'actine dans le sarcomère, on voit que les myofilaments fins sont attachés à la strisède. Ils sont reliés aussi par l'alpha-actine, qui permet également l'ancrage au sarcolème. Enfin, au niveau de la bande I, on remarque qu'il y a uniquement des myofilaments fins. Mais ça, on va mieux le voir sur les schémas. Donc voilà, on voit très bien ici cette fameuse polymérisation en filament. Donc on a les monomères d'actine G qui vont se polymériser, bon ça on s'en fout, hein, grâce à quoi c'est fait. Mais bref, ça va se polymériser et ça va donner un microfilament d'actine F qui a cet aspect donc en double hélice dû à la rotation à 166 degrés par rapport à l'axe. Et donc là on voit aussi en vert foncé derrière ce truc orange, je vous spoil pas, on verra juste après ce que c'est. En vert foncé on voit le site de fixation à la myosine. Et là, si on se replace dans le sarcomère, on voit les filaments fins. On a les myofilaments épais en rouge et les myofilaments fins en vert. On voit donc qu'il y a au niveau de la bande I que des myofilaments fins. Ici, au niveau de la bande A, on a des myofilaments épais et des myofilaments fins. Ici, on n'a que des myofilaments épais. Et là, au niveau de la bande I, on n'a que des myofilaments fins. C'est donc pour ça que ici, c'est plus clair au niveau de la bande I, parce qu'on a moins de molécules, hein, au final, de manière assez caricaturale. Et au niveau de la bande A, ça redevient plus sombre parce qu'il y a une superposition des myofilaments fins et des myofilaments épais. Donc voilà, encore une fois, c'est tout assez logique. Alors nous venons donc de voir les deux protéines contractiles principales du sarcomère, donc la myosine et l'actine. Nous allons voir maintenant deux autres protéines contractiles impliquées dans le sarcomère. On va parler donc de la troponine et de la tropomyosine. Alors, on va commencer par la tropomyosine. Il s'agit d'une molécule longue et fine qui mesure environ 40 nanomètres et qui est constituée de deux chaînes polypeptidiques. Cette molécule se fixe dans la gouttière du myofilament d'actine et elle a pour rôle de stabiliser le filament d'actine. Ensuite, on a la troponine, qui elle est une protéine de type globulaire et qui est constituée de trois sous-unités. On a la troponine T, qui se lie à la tropomyosine, la troponine C, qui fixe les ions calcium, et la troponine I, qui masque les sites de liaison à la myosine. Il existe un complexe de troponine par molécule de tropomyosine, et ils sont situés en regard de chaque tête de myosine, empêchant ainsi leur fixation. Mais ça, on le reverra aussi dans la partie contraction musculaire. Donc là, on voit en jaune les troponines. Là, les petits trucs jaunes, là, c'est pour ça que c'est globulaire, hein, comme on le voit, c'est des globes, c'est des protéines globulaires. Et les filaments, là, en orange, ce sont les tropomyosines. Là, on voit mieux les différentes sous-unités de la troponine, avec la troponine T, qui se lie donc à la tropomyosine. Donc T pour tropomyosine, si vous voulez un mémotechnique assez simple. C pour calcium, là c'est lui qu'on voit juste ici. Attendez, oui, juste ici. Peut-être une bêtise, attendez, je vérifie. Ok, oui, autant pour moi, donc la troponine C, je disais, qui est ce truc en gris. Ici, on a la troponine I. Ensuite, on a l'actine, la tropomyosine. On voit donc ici la troponine T. Donc ça, c'est une coupe comme ça de ce qu'on voit ici. Donc, comme on vient de le voir avec toutes les protéines contractiles dont on vient de parler, le sarcomère a une organisation très précise et il existe différents éléments donc du cytosquelette qui vont intervenir pour maintenir cette organisation structurale et spatiale. Ces éléments permettent donc l'attachement des myofilaments au strisède et l'attachement des microfibrilles au sarcolème et à la mecque. Si vous avez du mal à visualiser ça,
n'hésitez pas à reprendre des schémas sur les diapos d'avant. Vraiment, n'hésitez pas à faire des retours comme ça. Plus vous visualisez, mieux c'est. On a donc plusieurs protéines qui sont impliquées. On va commencer déjà par la myomésine, qu'on appelle aussi protéine M, qui est ici, voilà, et qui relie les myofilaments entre au niveau de les myofilaments épais entre au niveau de la strie M. La myomésine, c'est ça, pardon, la protéine M, donc la myosine, voilà, qui est reliée au niveau de la strie M. D'où, voilà, assez simple, hein, strie M, protéine M, voilà, tout est lié au final. Ensuite, on a la titine. La titine, qui a un nom assez marrant déjà, enfin bref, et qu'on voit ici en violet, qu'on reverra mieux sur le schéma d'après. Alors, la titine, elle va ancrer les filaments épais à la strie Z. Elle va maintenir l'alignement des filaments épais. Elle va opposer une résistance à l'étirement excessif du sarcomère. Et elle s'étire de la strie Z à la strie M. Au final, ça aussi c'est assez logique, ça s'étire de là à là. Et ça va donc permettre, ça va faire une espèce de chaîne qui va empêcher que ça aille trop de ce sens et ça aille trop là. C'est pas très français, mais comprenez. Et c'est pour ça que ça oppose une résistance à l'étirement excessif du sarcomère. Et donc vous en déduisez ensuite le rôle pour le reste. Donc ensuite on a, donc voilà, j'ai été coupé par le changement de diapo, mais je disais, ensuite on a donc la nébuline qui va s'entourer autour du filament fin et qui va guider la polymérisation de l'actine, la nébuline qu'on voit ici. Voilà. On a ensuite l'alpha-actine qui elle va qui va assurer la liaison des myofilaments fins d'actine au niveau de la strie Z, et enfin la tropomoduline qui stabilise la longueur du filament d'actine. Là on a un autre schéma de mon arrière-vieille clochonou que j'aimais beaucoup, qui est assez simple, au final assez clair, avec la myomésine au centre, qui fait donc la liaison au niveau de la strie M entre les deux myofilaments épais. On a la titine qui va de la strie Z à la strie M et qui donc permet de lutter contre l'étirement excessif du sarcomère, comme on l'a dit. On a la nébuline qui s'entoure autour de du filament fin, pardon, qui va donc permettre de guider la polymérisation de l'actine. C'est assez simple, ça aussi c'est assez logique, je veux dire. Ça s'enroule autour, donc ça va servir de guide au final à la polymérisation de l'actine. Et là, on a la tropomoduline qui, vous voyez, c'est au bout. Donc imaginez ça comme un stop. Ça va donc stabiliser la longueur du filament d'actine. Voilà, c'est dans ce sens que je veux dire, imaginez ça un peu comme un stop. Alors courage, c'est bientôt fini. Mais donc maintenant on va voir l'attachement des myofibrilles. Donc on a vu à l'intérieur du sarcomère comment ça se passait, et là on va voir que le sarcomère est aussi attaché à la membrane plasmique et à la MEC. Ici, trois protéines sont en jeu, la démine, la dystrophine et la lamidine. Alors on va commencer avec la démine. La démine, elle va relier les myofibrilles entre elles et elle les attache au sarcolème. Elle va aussi attacher elle va aussi attacher les myofibrilles à l'enveloppe nucléaire et elle forme des échelles au niveau de la strie Z. Ça, on le verra mieux sur les schémas après. Et ça, l'enveloppe nucléaire, souvenez-vous de vos cours de biocell. Ensuite, on a la dystrophine. La dystrophine qui est un complexe protéique sous le sarcolème qui va permettre l'ancrage des myofibrilles au sarcolème et l'ancrage des myofibrilles aussi à la membrane basale. On va voir encore une fois sur le schéma après comment ça s'organise tout ça. Enfin, la troisième protéine, c'est donc la lamidine. La lamidine, elle va rattacher le complexe protéique des protéines dystrophiques à la MEC. Donc on va se pencher un petit peu sur ce schéma. On a la lamidine qui est ici, avec on va prendre ici plutôt le complexe dystrophique juste en dessous. Donc on comprend le complexe dystrophique qui est rattaché par la lamidine à la MEC. Et là on a l'adémine qui a cet aspect d'échelle là au niveau des stries Z, qui va donc jusqu'à l'enveloppe nucléaire, qui passe par les myofibrilles et rattache donc les sarcomères au sarcolème, enfin plus précisément à la dystrophine, qui elle rattache ensuite au sarcolème. Alors petit aparté patho, le gène de la dystrophine, qui est situé sur le chromosome X,
peut présenter des mutations. Ces mutations qui peuvent ensuite modifier l'activité de ces protéines, entraînant une altération de l'attachement des myofibrilles au sarcolème. Cette altération altère aussi donc la fonction du sarcomère et donc la contraction musculaire. Ça donne lieu à ce qu'on appelle la myopathie de Duchenne, que vous connaissez déjà très probablement, et qui est la myopathie héréditaire la plus fréquente. Alors courage, on arrive sur la fin, je sais que c'est un peu long, mais là on est sur les dernières diapos. Alors, nous venons donc de voir la structure des myofibrilles, qui sont pour rappel l'unité contractile des myocytes. Mais dans le myocyte, d'autres organismes sont aussi importants pour la contraction musculaire. Il s'agit du sarcolème, des tubules T et du réticulum sarcoplasmique. Et nous allons détailler un petit peu tout ça pour voir comment tout ça fonctionne. Alors, on va commencer par le sarcolème. Le sarcolème, lui, va recevoir le signal de dépolarisation et permettre sa propagation. Pour pouvoir effectuer cette propagation, le sarcolème contient de nombreux récepteurs aux hormones et aux neurotransmetteurs. Il contient aussi des transporteurs comme des transporteurs glucose, GLUT1 et GLUT4, et donc l'insuline, l'exercice musculaire mais aussi l'hypoxie vont favoriser, stimuler l'entrée du glucose dans les myocytes. Glucose qui est donc un facteur énergétique important pour les myocytes. Donc le sarcolème, on le voit sur ce schéma ici, mais on le verra mieux sur d'autres schémas. Ensuite, on a donc les tubules T. Les tubules T sont un réseau de tubules, de canalicule, correspondant à des invaginations du sarcolème. Ils pénètrent à l'intérieur du cytoplasme et cheminent entre les citernes terminales du réticulum sarcoplasmique autour des myofibrilles, comme on le voit ici. Et là, ce sont les citernes terminales qu'on reverra plus tard, donc entre les citernes terminales, d'un côté et de l'autre, et autour des myofibrilles. Les tubules T sont présents au niveau de la jonction des bandes A et I, et ils renferment de nombreux canaux calciques. Ils ont pour rôle la transmission de l'onde de dépolarisation. Et enfin, on a le rétinaculum sarcoplasmique. Il s'agit d'un organite constitué de citernes transversales, qu'on appelle aussi citernes terminales. C'est la même chose. Ces citernes sont reliées entre elles par un système de tubules longitudinaux et qui sont moulés, donc ces tubules, sur les myofibrilles. Ces citernes contiennent du calcium, et si l'on regarde maintenant l'association au sein de la cellule, on voit que deux citernes terminales sont associées au tubule T. C'est ce que l'on nomme une triade. Donc, pour la faire simple, deux citernes plus un tubule T, ça donne une triade. Ce qu'on voit difficilement ici, mais qu'on verra mieux sur les schémas d'après. Cette triade est située au niveau de la jonction des bandes A et I, et on retrouve donc deux triades par sarcomère. Donc voilà des schémas pour bien visualiser, pour conclure en beauté ce cours. On a ici, sur ce schéma-là, on voit très bien le sarcolème qui va s'invaginer pour donner les tubules T, qui vont vraiment passer autour des myofibrilles. On voit ici en jaune clair blanc là, et qui vont passer entre les citernes terminales du réticulum sarcoplasmique, donc le rétinaculum sarcoplasmique qui est en jaune un peu plus foncé, qui est constitué des citernes terminales, comme on vient de le dire, et du réseau de tubules qui les relie. Et enfin, on a cette association d'un tubule T avec deux citernes terminales qui va former une triade. On voit bien que c'est la jonction entre les bandes A et les bandes I, et donc il y a deux triades par sarcomère. Et donc voilà, c'est la fin pour ce cours sur le tissu musculaire strié-squelettique et la fin des cours que je vous ai donc donné pour cette pré-rentrée. Alors vidéo un peu longue, on va pas se mentir, 40 minutes c'est quand même pas mal. J'espère que ça va vous être accroché jusqu'au bout et que vous allez bien. J'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais, de rendre des choses le plus claires possible. L'histologie, ça peut paraître un peu compliqué et abstrait à première vue. En fait, l'important c'est d'essayer de toujours visualiser un maximum. C'est pour ça, là, je vous conseille par exemple de retourner sur les schémas de vue globale
de ce qu'on vient de voir, genre un schéma du muscle zoomé avec les faisceaux musculaires, myofibrilles, etc., de bien replacer tout ce qu'on vient de voir au bon endroit pour bien visualiser tout ça. Parce que si on apprend juste bêtement comme ça les listes par cœur, ça devient vite très très chiant. Mais si on visualise et qu'on arrive comme ça à faire des zooms dans son propre corps humain, vous allez voir que vraiment c'est hyper intéressant. Et de toute façon, on l'a vu dans le cours d'intro, l'histologie c'est fondamental pour avoir une compréhension complète et correcte du corps humain. Donc voilà, comme je disais, j'espère que j'ai réussi à être le plus clair possible. Je vous avoue, c'est pas les vidéos, c'est pas le format avec lequel je suis plus à l'aise. Je préfère vraiment parler directement avec vous, que ce soit en live sur Discord ou enfin en présentiel quoi. On fait comme on peut avec ce qu'on a dans tous les cas. Ouais, vous avez vu, j'ai fait avec PowerPoint, hein, du coup vous avez les fins de diapos qui sont coupées, etc. Donc c'est un peu avec les moyens du bord, mais bon, c'est fait. Donc voilà, j'espère que ça vous servira, que ça vous sera un support utile. Dans tous les cas, si vous avez des questions, évidemment, je suis là sur le forum, sur Discord aussi. En priorité au forum, hein, évidemment, comme toujours. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, de bonnes révisions. N'hésitez pas, si vous avez mal compris quelque chose, venez poser des questions. Je répondrai avec plaisir. Je parle au nom de mes coachutes aussi, je sais que c'est la même chose pour eux. Et donc, bonne journée, révisez bien et à bientôt.